Chers camarades, bonjour. J'espère que vous vous portez bien et j'espère aussi que vous utilisez ces temps difficiles pour bien travailler. C'est vrai que vous avez l'habitude de travailler, mais je crois que ces temps difficiles, ces temps de pandémie, vous offrent beaucoup de temps, c'est-à-dire vous offrent la possibilité de faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire dans les temps normaux, à savoir lire des ouvrages qui concernent votre spécialité, à savoir la littérature et la langue française, et aussi de lire autre chose. Mais ce qui est important, c'est vrai, c'est de lire des choses qui sont en relation avec votre choix, vos études, c'est-à-dire des choses liées à la littérature et à la langue française. Lire beaucoup de romans, beaucoup de poésie, beaucoup de pièces théâtrales, et aussi beaucoup d'ouvrages théoriques qui parlent à la fois de l'histoire et on parle de la critique littéraire. Bref, j'espère que vous utilisez ces temps pour bien travailler et faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de les faire. Et on se rencontre par l'intermédiaire de ce support audio-vidéo, un support qui remplace une habitude qu'on avait coutume de faire à la fin de chaque semestre et à la fin du module lié à la poésie et la versification. On avait l'habitude, camarades, de consacrer les deux dernières séances à faire un examen blanc, c'est-à-dire de vous présenter presque les conditions authentiques de l'examen final. On vous donne un poème, on vous pose une question et on vous donne un temps, presque le même temps que le temps de l'examen. Et à travers ce temps, vous faites une rédaction qui résume votre sensibilité par rapport au poème donné lors de cet examen. Et la dernière séance, bien sûr, c'était une séance pour poser des questions liées à tout le programme et aussi pour corriger quelques rédactions, de quelques étudiants et étudiantes pour voir jusqu'à quel point on est capable de rédiger, on va lire entre parenthèses, un commentaire composé lié à un poème. Mais là, on parle juste commentaire composé entre guillemets parce que c'est pas vraiment ce qui est demandé, mais c'est un exercice qui essaie de vous rapprocher de ce que vous allez faire pour les modules prochains, à savoir le commentaire composé lié à un texte littéraire. Mais là, juste, on essaie de vous initier à la fois à la poésie et la versification, mais aussi au commentaire composé. Euh, la dernière séance était toujours consacrée à cela, à cette vérification, à voir jusqu'à quel point l'étudiant et l'étudiante sont capables de faire une rédaction euh, pour analyser un poème et voir jusqu'à quel point l'étudiant a maîtrisé les règles de la versification et de la poésie. Mais voir les conditions de ce semestre, on va remplacer cette séance de l'examen blanc par cette vidéo et j'espère que cette vidéo jouera le rôle de cet examen blanc. Avant de voir l'objectif de se consacrer à l'objectif de cette séquence vidéo, c'est intéressant d'avoir au début une idée sur les limites du programme, c'est-à-dire le programme lié à poésie et versification, S2, je parle bien sûr de S2. C'est intéressant de voir les limites du programme pour savoir quel est le champ qui sera en quelque sorte
qui sera le support et l'appui pour étudier et réviser à l'examen final. Je parlais bien de limite de programme, c'est-à-dire cet ensemble d'outils et ensemble de données données au cours et tout au long de ce semestre. Bien sûr, pour connaître les limites de ce programme, c'est très facile. Il suffit juste de voir ce que vous avez noté durant les cours du présentiel, c'est-à-dire avant l'arrêt de cours, avant le 16 mars. Et bien sûr, il faut consulter le site de la faculté, la rubrique liée à poésie versification de votre groupe pour voir l'ensemble des documents qu'on a mis à la disposition de votre groupe. Et la plupart des documents, c'était en PowerPoint, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de voir durant le cours du présentiel, le cours en présentiel. Les limites, c'est il faut voir ce que vous avez noté et aussi il faut consulter le site de la faculté. Et d'une manière générale, le programme avait deux axes importants. C'est l'étude de poèmes au niveau de sa musicalité, au niveau de sa musique, et aussi l'étude du poème au niveau de son imagerie, c'est-à-dire au niveau de l'image. Ce sont les deux grands volets qu'on a tracés dès le début, dès la première séance, et bien sûr, on ne change pas. Ce qui était décidé au niveau de la première séance, c'est tout le module et toutes les séances de ce module étaient consacrées au fait de détailler ces deux aspects, à savoir la musique d'un poème et l'image d'un poème. Et on y reviendra par la suite. La question la plus importante aussi au niveau de cette vidéo, qui j'espère, je le rappelle, remplacera la dernière séance qui était consacrée à un examen blanc. Un examen qui permet à l'étudiant et à l'étudiante de faire et d'avoir un premier contact avec le poème, c'est-à-dire avec les conditions authentiques de l'examen final et de lui permettre de se préparer à cet examen qui aura lieu au mois de septembre prochain. L'examen final, j'ai préféré parler de l'examen final sous forme de deux points. Un point lié à la question, comment vous allez avoir la question de l'examen final, et aussi comment rédiger, parce que c'est important aussi de parler de rédaction. Même, je crois que c'est l'objectif principal de cette vidéo, c'est de savoir comment rédiger lorsqu'on a affaire à l'analyse d'un poème. Au niveau de la question, et par la suite on passera à comment rédiger, mais d'abord c'est intéressant de comprendre et de savoir comment vous allez vous comporter d'abord avec la consigne, c'est-à-dire avec la question. Une chose qui n'est pas étrangère pour vous parce que dès le début, dès la première séance, vous savez très bien que vous aurez une seule question, pas une autre, et pas deux questions, une seule question. Vous aurez d'abord un poème et vous aurez une seule question, c'est analyser ce poème. C'est pas difficile, hein? Comme vous le voyez, une seule question, une seule petite question. Bien sûr, elle est petite et elle est facile aussi. Si on reste fidèle à ce qu'on a déjà vu au niveau de ce module, elle est très facile, mais elle s'avère très compliquée si on ne suit pas ce qui était dicté par les cours de ce module. Pour être plus concret, ce sera intéressant de donner un modèle. Je vais donner le modèle de l'an dernier, le poème, l'examen de la session de printemps S2. C'était un poème
de Paul Verlaine. Bien sûr, Paul Verlaine, vous le connaissez. On a déjà donné un recueil poétique de Paul Verlaine et aussi un recueil de Hugo. C'est un poème tiré de ce recueil, La Bonne Chanson. Et la question, comme vous le voyez, c'était analyser ce poème. Pas autre chose. Une petite question qui vous permet d'attaquer le poème. Cette question qui analyse ce poème, bien sûr, pour quelqu'un qui a feuilleté ses notes, lorsqu'elle était présente au niveau du cours avant l'arrêt de cours le 16 mars, et bien sûr, pour l'étudiant qui a consulté les documents déposés au niveau du site de la faculté, ne trouvera aucune difficulté. Mais c'est intéressant aussi d'expliquer comment se comporter et comment écrire, comment rédiger pour analyser un poème donné. Lorsqu'on parle de rédaction, et on y reviendra par la suite, c'est-à-dire revenir sur les détails de la rédaction, c'est intéressant au début de comprendre quelques éléments au niveau de la rédaction. Le jour de l'examen, vous aurez un poème. On ne va pas dire ce poème, mais un poème qui demande une analyse. Peut-être ça peut être un poème qui appartient aux deux recueils poétiques qu'on a donnés, et peut-être pas. L'important que vous aurez un poème en vers, ça c'est sûr. Parce que vous vous rappelez très bien, lorsque dès le début, on a limité aussi le type de poème qu'on va étudier, et on a parlé de poème en prose. On a dit que vous n'aurez pas le jour de l'examen un poème en prose. Ce sera peut-être l'objet d'étude au niveau des cours, et c'était le cas, mais au niveau de l'examen final, vous aurez juste un poème en vers, c'est pas en prose. Lorsque vous aurez un poème, et avant de commencer la rédaction, parce que rédiger c'est facile lorsque on a compris ce qu'il faut faire. Et pour comprendre ce qu'il faut faire, la première chose à faire, mais une chose primordiale, c'est d'abord de lire. Lire, lorsque je parle de lire, c'est pas lire le poème une seule fois, ou même deux. Mais vraiment, il faut lire le poème 10, même 20 fois, parce que en multipliant les lectures, c'est là où on commence à comprendre les vrais détails, et le sens commence à donner son sens. Parce que le poème ne se prête pas facilement comme ça au lecteur, il ne donne pas rapidement son sens. C'est à travers les lectures que l'étudiant pourrait saisir le sens du poème. Et bien sûr, à travers ces lectures, vous notez, vous soulignez des choses qui vous paraissent intéressantes, et bien sûr, vous allez trouver qu'il y a des choses intéressantes. Mais d'abord, la lecture est soulignée, notée, faire des remarques. À travers ces lectures, c'est important, et même c'est la chose la plus importante qui va donner le squelette de votre rédaction. Il faut aussi, camarades, il faut comprendre qu'à travers la rédaction, il y a un élément important qu'il faut retenir, c'est une langue correcte. Lorsqu'on parle de langue correcte, on ne parle pas de langue correcte parce que vous faites partie du département de langue et littérature française. Non, on parle de langue correcte parce que vous êtes des universitaires. Et un universitaire a des idées, a une méthode à transmettre, et il ne pourrait pas la transmettre. Il ne pourrait pas transmettre son analyse si sa langue est incorrecte. Et lorsqu'on parle de langue correcte, il n'y a pas de deuxième sens pour langue correcte. C'est une langue où il n'y a pas de faute, où il n'y a pas d'erreur. Au moins, il y a le minimum de fautes. Parce que toujours, on laisse quelques erreurs, même si, parce que c'est l'examen, c'est un temps limité, on comprend. Mais quand même, il y a un minimum.
On ne pourrait pas trouver sur un seul paragraphe, un paragraphe qui se compose de 3 lignes et trouver 50 fautes. Ah, ça n'a pas de sens. On parle du long correct, c'est-à-dire écrire des phrases mais petites et simples, qui commencent par majuscule, se terminent par un point, et écrire sous forme de paragraphe, c'est-à-dire chaque paragraphe contient 4 lignes, 5 lignes, et on passe à un autre paragraphe. Il n'y a pas de paragraphe qui contient 30 lignes. On ne vous demande pas ce genre de paragraphe. Et on ne vous demande pas des phrases qui se composent de 6 lignes. Non, il faut écrire des phrases petites, et il faut savoir aussi utiliser la ponctuation, les points, les virgules, point-virgule, les points d'interrogation, exclamation. Tout ça, ça fait partie de la langue correcte, parce que une langue correcte nous permet de comprendre ce que vous voulez dire, et il n'y a pas d'autre moyen. C'est-à-dire, vous avez bien travaillé, vous avez bien étudié des poèmes, vous avez bien étudié le programme, il n'y a pas de doute là-dessus, mais transmettre ce que vous avez retenu ne passe que par l'intermédiaire d'une langue correcte. On ne vous connaît pas. Et même si on vous connaît, il n'y a que votre langue qui joue le rôle de l'ambassadeur, c'est-à-dire de votre délégué. S'il n'y a pas une langue correcte, ça paraît presque impossible de vous comprendre. Et lorsqu'on parle de langue correcte, une langue qui respecte la grammaire tout simplement, et qui respecte la forme de la langue, écrire ce avec des paragraphes, et dans chaque paragraphe il y a une idée détaillée, pas plus, parce que mettre plusieurs idées dans un seul paragraphe, c'est encombrant et ça empêche la compréhension. Et lorsqu'on commence par des idées simples et des idées qui ne demandent pas beaucoup d'argumentation, on passe vers les idées plus compliquées et qui demandent plus d'argumentation. C'est là où on va ressentir qu'il y a une certaine progression. Et ça, c'est le troisième point qui donne aspect à une bonne rédaction. C'est qu'il y a une progression dans la rédaction de l'étudiant et l'étudiante. C'est-à-dire, il commence par ce qui est simple, il termine par ce qui est compliqué, et on voit à travers cette progression que l'étudiant est méthodique. C'est-à-dire, c'est la progression qui montre la méthodologie de votre travail. Ça, c'est juste quelques points avant de voir comment vous allez rédiger, mais ce sont des points qui sont communs entre tous les universitaires. C'est-à-dire, un universitaire, c'est ça, c'est quelqu'un qui rédige avec méthode et avec une langue correcte. Et bien sûr, il ne pourrait pas écrire d'une manière progressive et avec une langue correcte s'il n'a pas compris et il n'a pas fait des remarques et il n'a pas noté ce qu'il faut noter lorsqu'il faisait la lecture de la consigne aussi du texte support, à savoir le poème que vous aurez le jour de l'examen. Passons maintenant à la chose aussi importante, je ne vais pas dire la plus importante, mais depuis le début on était dans des choses importantes, mais là vraiment on arrive à des choses plus concrètes, parce que lorsqu'on parle de rédaction, on parle toujours d'une forme claire. Parce que vous avez un poème, bien sûr, vous avez consulté pas mal d'ouvrages théoriques, et vous savez très bien que chaque ouvrage, chaque critique littéraire, chaque auteur, il analyse le poème selon une méthode. Là, on ne porte pas de jugement sur les méthodes, mais lorsqu'on parle d'examen final et on parle d'un semestre et on parle de plusieurs étudiants et étudiantes, avec un seul cours, c'est intéressant de parler de rédaction et comment rédiger, parce que c'est à travers la rédaction qu'on va faire l'acte de l'évaluation. Et bien sûr, on ne pourrait pas évaluer s'il n'y a pas de normes, si on ne se met pas d'accord sur la façon de rédiger. Il faut, je ne voulais pas dire ça, il faut unifier, mais vraiment unifier, il faut mettre ça entre guillemets, on ne cherche pas à standardiser la rédaction, loin de ça. Mais c'est intéressant de se mettre sur un minimum et dire que lorsqu'on analyse un poème pour votre groupe, c'est intéressant de respecter quelques règles.
qui nous réunissent. Et c'est à travers ces règles, c'est-à-dire à travers leur respect et non-respect, c'est à travers ces règles que vous serez évalué. Et bien sûr, la note, elle dépend de cela, c'est-à-dire de votre sensibilité par rapport au poème et de on va dire, rester fidèle à ce qu'on a déjà tracé comme façon de rédiger. Et on a déjà parlé de comment rédiger, et vous savez très bien qu'on a choisi toujours la méthode la plus simple, et aussi une méthode qui vous prépare à d'autres exercices littéraires, à savoir la dissertation et le commentaire composé. C'est intéressant de travailler sur un plan qui se compose de 3 parties. Une introduction qui contient 2 paragraphes, que chaque paragraphe a 4, 5 lignes, ou un grand paragraphe de 6 lignes. Et un développement qui se compose de 2 parties. Là, je parle de 2 parties, pas de 2 paragraphes, c'est-à-dire chaque partie contient 4 à 5 paragraphes, voire même plus. Ça dépend de poème, de votre façon d'analyser. Et de terminer, après le développement qui contient 2 parties, de terminer avec une conclusion. D'abord, au niveau de l'introduction. Au niveau de l'introduction, il faut savoir que juste c'est une introduction, c'est-à-dire il vous permet d'introduire le poème et vous permet de présenter le poème. On reviendra peut-être au poème qu'on a donné tout à l'heure, le poème de Paul Verlaine. Au début, vous avez ce poème et bien sûr, vous avez un auteur et le nom du recueil poétique. On vous demande au début de l'introduction, c'est-à-dire au niveau de l'introduction, de présenter le poème. Et lorsqu'on parle de présenter, mais de ce qu'il y a de plus bref. Vous lisez le poème, vous comprenez par la suite qu'il parle de nature, qu'il parle de paysage naturel, de vitesse, de train. Il y a quelques éléments qui apparaissent clairs dès le début, des thèmes clairs dès le début. Il faut introduire le poème via ce qui est clair. On ne vous demande pas de faire une analyse approfondie au niveau de l'introduction, mais juste on vous demande de présenter, de dire par exemple que ce poème qui se compose de 3 strophes et parle de la nature d'une manière différente de la norme. Là, je dis, on va dire, des choses trop simples, mais ce sont des choses qui sont liées à ce texte et ce sont des choses qui essayent d'introduire et dire que j'ai lu le poème et je parle bien précisément de ce poème qui se compose de 3 parties, de 3 strophes. Et bien sûr, j'ai compris à travers les plusieurs lectures que j'ai effectuées qu'il parle vraiment de la nature, mais c'est une nature qui paraît décrite d'une manière un petit peu bizarre. C'est-à-dire là, j'essaie d'introduire le poème. Là, c'est une façon, c'est-à-dire d'introduire le poème. Et vous l'avez remarqué, j'ai introduit le poème, mais vraiment sans parler ni de mouvement littéraire, ni de la biographie de l'auteur. Vous n'êtes pas obligé, camarades, de donner. C'est pas vous n'êtes pas obligé, vous ne devez pas présenter le poème selon un mouvement littéraire. Rappelez-vous bien que durant le cours qu'on a fait durant ce semestre, on a travaillé le poème mais sans parler de mouvement littéraire. Par exemple, parler de romantisme, symbolisme, tout ça, c'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était d'étudier le poème au niveau de sa musique et au niveau de son image, pas autre chose. Vous avez aussi le nom de l'auteur, mais si vous connaissez Paul Verlaine, c'est bien, mais vous n'êtes pas obligé de dire qu'il est né en telle année, dans un tel lieu, et de dire des éléments de sa biographie, des conditions de l'écriture de son recueil poétique. Non, on n'est pas là pour étudier le poème selon son auteur, et aussi on n'est pas là pour étudier le poème selon son mouvement littéraire. On n'est pas là pour ça.
Et poésie et versification pour S2, rappelez-vous bien, c'est une initiation à la poésie. On ne vous demande pas des choses approfondies. Vous avez un poème, on vous demande votre analyse de ce poème en se basant sur sa musicalité et son imagerie, pas autre chose. On introduit, on présente plutôt au niveau de l'introduction le poème, on essaie d'introduire et il faut toujours, camarades, il faut essayer, mais le maximum possible, d'éviter les formules standards. C'est-à-dire, vous avez fait la rencontre de plusieurs formules standards et vous avez l'habitude d'utiliser ça lorsque vous étiez au lycée. Je crois qu'à l'université, vous n'avez pas besoin de ça parce que vous êtes capable de créer des formules propres à vous. Vous n'êtes pas obligé d'imiter ce que vous avez déjà lu, réciter ce que vous avez déjà lu. Non, vous êtes capable de produire votre propre style et il est toujours intéressant votre propre style tel qu'il est. Et tant il n'imite pas, il ne donne pas des formules standards. Par exemple, dire que on va prendre toujours l'exemple qu'on a donné de Paul Verlaine et dire de ce poème, c'est un poème très connu dans l'histoire de la littérature, c'est un poème qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est-à-dire là, vous parlez d'une manière mais totalement décalée. C'est-à-dire vous utilisez des formules. Ça veut dire quoi que c'est un poème qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de la littérature, mais est-ce que vous connaissez toute l'histoire de la littérature pour parler comme ça? Mais ça se voit que l'étudiant, juste, il a lu ça, il a aimé quelque part, et il est en train de le réciter. Ça, c'est pas bien. Il faut vraiment opter pour vos propres expressions, parce que ce sont des expressions intelligentes, puisqu'ils donnent une subjectivité, ils donnent votre point de vue. Et c'est ce qui est demandé. C'est votre style. Au début, vous présentez le poème, mais vraiment dans un seul petit paragraphe, et par la suite, vous annoncez le plan. Je parle toujours de l'introduction, ça peut être un grand paragraphe ou de petits paragraphes. Et le plan, on va dire, il est unique. Il est unique dans le sens où il contient 2 points. Vous allez dire qu'au début, vous allez parler de la musicalité du poème, de sa musique, et dans un deuxième temps, vous allez parler de son imagerie, de l'image, des images que véhicule ce poème. Vous présentez le poème au début et par la suite vous présentez aussi votre plan. Et le plan contient 2 points, 2 volets, la musicalité et l'imagerie, bien sûr les 2 aspects que vous avez vus tout au long de ce cours. Nous arrivons maintenant au développement. Et bien sûr, vous avez annoncé que vous allez parler de la musicalité au début, de l'imagerie au niveau de la deuxième partie. Et c'est intéressant de commencer par la musicalité et laisser l'imagerie parce que ça, c'est un élément de progression qui commence par ce qui est basique, ce qui est évident, avant d'arriver à ce qui est compliqué. Toujours, l'image est plus compliquée que le son. Et c'est intéressant de commencer par ce qui est évident. Le poème, d'abord, c'est une musique. Analyser la musique avant d'analyser ce que va donner comme image. Parce que on a déjà dit que la poésie au début, c'était euh, un art basé sur l'oralité. C'est-à-dire le poème, on ne pourrait pas l'imaginer sans musique. Et c'est un héritage qui, euh, qui va avec le poème, même dans les temps où le poème est censé être un support écrit, mais pas un support, on va dire, vocalique. La musicalité, c'est la première partie de votre développement et bien sûr, la musicalité traite plusieurs points et le premier point qu'il faut traiter, vous savez très bien qu'il faut pas commencer par le compte syllabique. Lorsqu'on parle de compte syllabique, camarades, il suffit juste de reprendre ce que vous avez noté au niveau des cours en présentiel et aussi ce que vous avez vu au niveau des cours déposés au niveau du site de la faculté pour comprendre de quoi on parle. Le compte syllabique, ça vous permet de faire, d'avoir le nombre des syllabes pour déterminer par la suite le vers. Vous avez affaire à quel vers? Et bien sûr, vous savez très bien qu'il y a un travail là-dessus. S'il y a syllabes qui manquent ou syllabes de plus, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder l'homogénéité du poème?
C'est-à-dire compte syllabique, vers, qualité des rimes, typologie des rimes, césure, hémistiche, enjambement, tous ces éléments, vraiment il faut les mettre dans cette partie qui parle de la musicalité. Et à chaque fois, lorsque vous parlez d'un élément de ce poème, il faut dire pourquoi. Par exemple, vous avez un poème qui opte pour l'alexandrin, c'est intéressant de dire pourquoi, par exemple, le poète a opté pour l'alexandrin. S'il y a des rimes embrassées ou des rimes croisées, c'est intéressant de dire pourquoi c'est croisé et pourquoi c'est embrassé. C'est pourquoi le poète n'a pas choisi autre chose. Parce que dire que par exemple ce sont des rimes embrassées, c'est bien, mais vraiment c'est juste la moitié de la réponse. Il faut dire pourquoi c'est embrassé. Et bien sûr, vous savez très bien que les rimes embrassées, ça motive euh, le sens. C'est un son qui motive le sens. Et c'est intéressant de parler du pourquoi. C'est pas juste intituler le fait, c'est-à-dire dire que c'est l'alexandrin ou décasyllabe. C'est bien, c'est intéressant même, c'est important plutôt, mais c'est aussi intéressant de dire pourquoi le poète a fait un tel procédé, pas un autre. La première partie, mes amis, parle de la musicalité. Et n'oublions pas que les règles de la musicalité sont régularisées par Art poétique de Boileau. Camarades, n'oubliez pas ça. On parle d'un poème toujours selon les normes de Boileau. Je ne voulais pas dire les normes classiques parce que vous savez très bien qu'on ne travaille pas selon les mouvements littéraires, mais je vais dire juste les normes de Boileau, c'est-à-dire avec on va dire son œuvre, même pas ouvrage, son œuvre art poétique. Art poétique de Boileau, c'est-à-dire c'est lui qui donne les règles. Les règles, il y a des règles avant Boileau et après Boileau. Ça, vous comprenez très bien qu'est-ce que je vous dis. Mais toujours, la musicalité est déterminée par les règles d'art poétique. Et lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas dicté dans art poétique de Boileau, il faut dire pourquoi le poète n'a pas fait ce que demande, ce qui exige plutôt Boileau. Pourquoi il y a euh, une révolte, on va dire, contre cette règle par les règles instaurées par Boileau. C'est à travers ces éléments qui constituent un dérèglement, c'est-à-dire une révolte, un non-respect des règles de Boileau, que le sens de poème va apparaître. Et bien sûr, c'est ça votre travail, de dire que ce poème, il respecte la règle. Pourquoi il respecte les règles? S'il ne respecte pas les règles, il faut dire aussi pourquoi ce poème ne respecte pas les règles. Ça, c'est votre travail. Et toujours, mes amis, on travaille à travers, via des paragraphes. On ne travaille pas via des tirets. Il faut écrire des paragraphes avec l'alinéa, des paragraphes qui contiennent 4, 5 lignes, et passer à un autre paragraphe pour parler d'autres idées. Chaque paragraphe contient une idée. Vous détaillez par exemple dans le premier paragraphe le compte syllabique qui vous donnera par exemple la typologie de vers. Dans un autre paragraphe, vous parlez d'autre chose, mais à chaque moment, ce sont les paragraphes qui vous permettent de progresser. Parce que chaque paragraphe contient une idée, un élément à traiter. Dans la deuxième partie, c'est un élément qui complète bien sûr la musicalité. C'est l'image. L'image, pour vous donner un exemple, lorsqu'on a un poème, bien sûr il a une musicalité particulière. C'est une musique bien sûr qui va donner automatiquement des images au lecteur dans son esprit. Et c'est à travers cette musicalité que il y a apparition de quelques images. Et aussi, ce qui donne vraiment au texte son imagerie, c'est des figures du discours. Je précise là, lorsqu'on parle de figures du discours, c'est toujours la même chose que la musicalité et les éléments de la musicalité. Il ne suffit pas de dire que cette figure s'intitule par exemple la comparaison, ou il s'intitule la métaphore,
la métonymie. C'est important de dire le nom de la, de la figure. Et toujours, il faut écrire euh, la partie, le fragment qui contient la figure pour parler de figure. C'est intéressant de donner l'intitulé de cette figure, mais aussi, camarade, il faut dire pourquoi. Si le poète utilise métonymie, il faut dire pourquoi il utilise métonymie. Quel est l'effet, quelle est l'image que donne cette, cette figure. Vous dites que c'est une métaphore, ben, il faut dire que cette métaphore, qu'est-ce qu'elle donne comme image. Si vous ne donnez pas ça, c'est juste la moitié du travail. C'est comme dire qu'il y a l'alexandrin, mais sans dire pourquoi le poète a utilisé l'alexandrin. Il faut dire aussi pourquoi le poète a choisi une telle figure. Une partie consacrée à l'imagerie pour dire à la fin quelles sont les images que dégage ce poème, parce qu'à travers le poème, il y a une volonté de transmettre euh, des images et des idées. C'est à travers l'analyse de la musicalité et à travers l'analyse de ces figures que nous pouvons saisir le sens de ce poème à travers ces images. Et vous terminez bien sûr par une petite conclusion. Bien sûr, vous avez tendance à faire dans la conclusion une ouverture sur autre chose, mais rappelez-vous bien que ça, c'est pas vraiment intéressant. Ce qui est intéressant dans la conclusion, c'est de faire une synthèse, de dire brièvement ce que vous avez évoqué au niveau du développement. On vous demande de faire une synthèse, c'est-à-dire dire ce qui est important au niveau de la musicalité, au niveau de l'imagerie. Dire par exemple que ce poème respecte les règles de Boileau, ne les respecte pas, et ça c'est un exemple de respect ou de non-respect, et l'image il donne tel ou tel sens à ce poème. Et n'oublions pas que toujours il y a une relation entre la musicalité et l'imagerie, c'est-à-dire que ce ne sont pas des parties à part, mais complémentaires. La musicalité est là pour servir l'image, et l'image ne progresse qu'à travers cette musicalité et ces figures du discours. C'est là, au niveau de la conclusion, c'est là où vous essayez de trouver cette alliance et ce mariage entre la musicalité et l'imagerie, mais à travers une synthèse pour dire que ce sont deux aspects qui ne respectent pas les règles de Boileau, et s'ils respectent, qu'est-ce qu'ils donnent, s'ils ne respectent pas les règles de Boileau, qu'est-ce qu'ils donnent comme sens, parce que c'est le sens, chaque poème contient un sens. Bien sûr, ce sens il est véhiculé par son esthétique, et cette esthétique, bien sûr, on n'a pas utilisé le mot esthétique, mais c'est à travers la musicalité, les figures. Rappelez-vous bien qu'on est toujours en S2, on utilise toujours des mots faciles à la portée, c'est juste initiation. Et c'est intéressant de parler de musicalité, imagerie, et mais prochainement, avec les semestres prochains, bien sûr, vous pouvez utiliser ces mots un petit peu savants, à savoir esthétique et autres éléments. La synthèse, pour terminer, camarades, c'est un élément qui synthétise. Synthétiser votre travail. Si vous voulez terminer par une ouverture, c'est bien, mais rappelez-vous bien que ce n'est pas vraiment important. La conclusion doit contenir d'abord la synthèse. Vous terminez votre rédaction. Bien sûr, vous, avant de donner la copie au professeur responsable de la surveillance, responsable de la salle où vous allez passer l'examen, au mois de septembre prochain, c'est intéressant, camarade, avant de donner la copie, de lire ce que vous avez noté au moins 2, 3 fois. Parce que, croyez-moi, c'est toujours intéressant de faire ça. Parce que c'est le moment de gagner des points ou de ne pas perdre des points. Parce que lorsqu'on écrit d'une manière rapide, il n'y a pas beaucoup de temps, c'est vrai, mais le fait de lire, ça vous permet de corriger un élément de ponctuation, un élément de langue qui vous fait gagner quelques points, mais c'est pas ça le plus important, mais c'est qui vous fait transmettre vos idées et votre analyse d'une manière
fidèle, parce que les problèmes de langue, je vous le rappelle, c'est un élément qui trahit votre pensée. Vous faites des problèmes au niveau de la langue, on n'arrive pas à comprendre ce que vous avez noté. Et aussi, parmi les éléments avec lesquels je vais terminer cette vidéo, c'est au niveau de la rédaction, vous n'êtes pas obligé, c'est pas vous n'êtes pas obligé, il ne faut pas faire, hein. Il ne faut pas faire ces intitulés introduction, développement, conclusion. Non, vous écrivez normalement, sans écrire ces intitulés avec des couleurs vertes, rouges, tout ça. Non, non. Juste, vous écrivez des paragraphes et c'est à travers le contenu du paragraphe qu'on va comprendre que vous êtes dans l'introduction et que vous êtes dans le développement et que vous êtes dans la conclusion. C'est à travers l'esprit du paragraphe, ce qu'il dit, c'est là on pourrait saisir où on est. Est-ce qu'on est dans l'introduction, ou dans le développement ou dans la conclusion? J'espère, camarades, que cette vidéo a une utilité pour vous, c'est-à-dire vous permettra de voir clair sur la façon de rédiger. C'est intéressant de dire aussi à la fin que la bonne préparation se fait toujours par un travail quotidien. Vous avez assez de temps, vous avez des vacances avant l'examen, ça c'est nouveau ça. Vous avez énormément de temps, ça veut dire vous avez énormément d'occasions de faire des analyses vous-même, chez vous, tranquillement. Vous prenez un poème et vous essayez d'appliquer les règles que vous avez vues au niveau du cours et de faire la correction vous-même. Parce qu'il n'y a que ça qui pourrait donner à votre rédaction le jour de l'examen ces lettres de noblesse. Parce que un étudiant et étudiante qui travaillent tout le temps, ça se sent, ça se voit le jour de l'examen. Mais le jour de l'examen, lorsqu'on a une rédaction pleine de problèmes, c'est facile de déduire que l'étudiant ou l'étudiante n'ont pas fourni un grand effort au niveau de la rédaction. Ils ont bien compris le cours, c'est vrai. Ils ont bien consacré du temps à lire des poèmes, c'est vrai, mais la rédaction, ça nécessite le fait d'écrire, et écrire tous les jours, et corriger tous les jours, et aussi de mettre un timing lorsque vous commencez l'analyse d'un poème. D'ici là, camarades, d'ici le mois de septembre, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.